Bienvenue dans Backcheck, le talk. On est samedi soir, on a encore envie de causer avec nos invités, avec Serge Pelletier, avec Jérôme Bonnet, avec Stéphane, bien sûr. Deux thématiques. Messieurs, ce soir, on va s'intéresser au cadre de notre championnat, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 4 équipes, imaginez, qui pourraient atteindre, voire dépasser la barre des 100 points. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, Steph. En tout cas, on va en parler d'ici quelques secondes. Et puis, on parlera également de la prolongation de contrat d'Antti Tormenon, bien sûr. C'est l'actualité du côté de Bienne, dans cette semaine, avec cette signature et cette prolongation. Et c'est la belle histoire aussi du côté du HC Bienne. On va commencer avec cette thématique, messieurs, de ces fameuses 4 équipes. 4 équipes qui pourraient atteindre, voire dépasser cette fameuse barre des 100 points. Et d'habitude, arrêtez si je me trompe, Steph, t'es d'accord ? Normalement, c'est une équipe, en général, qui domine comme ça. Puis pas tous les ans. Puis pas tous les ans, en plus. Ben, en 10 ans, il y en a eu 6. J'en ai parlé dans ma chronique. Il y a eu quelques fois Berne. On a eu Zug, Zurich. Et c'est Zug tout. la saison passée. Puis voilà, mais ça, bon, là, on a plus de matchs. Là. On se base sur des saisons de 50 matchs. Là, c'est 52, donc ça prend une moins bonne moyenne, mais quand même, on a 4 équipes qui dominent le championnat, qui ont une moyenne de quasi 2. Bon, Fribourg, c'est plus de 2 points par match, et les autres, c'est environ 2. C'est incroyable. Non, mais c'est... Jérôme, comment on peut expliquer ça, à ton avis ? Je pense qu'il faut aussi regarder. Alors oui, il y a des très bonnes surprises sur quelques équipes, mais tu as aussi plusieurs mauvaises surprises cette année, du moins sur quelques périodes. Moi, je pense à un Genève, je pense à un Lugano, je pense à un Berne qui ont pu aussi donner des points assez régulièrement, qui permet à ceux qui sortent un peu plus la tête de l'eau d'avoir des points additionnés cette année. C'est mathématique. Si vous avez une équipe qui est tout en bas, regardez, Bienne, je me souviens à Bienne à l'époque, quand il venait de monter, il y a eu des années très compliquées où il y a eu très peu de points. Quand Rapperswil est monté aussi, quand il y a une équipe ou deux qui accumule vraiment très peu de points, où tout le monde fait des points contre eux, bien forcément, ça... Il y a des équipes du haut qui s'en tirent un peu mieux, c'est mathématique. Petit rappel avec le classement. On va le revoir, justement, le classement issu notamment de cette soirée pour voir de quelle équipe on parle. On parle évidemment de ces 4 formations. C'est simple, c'est les 4 premières au niveau du classement. Vous le voyez, avec la moyenne de points, c'est plus de 2 points par match quand même pour la majorité quasiment de ces équipes. Regardez, Davos. Bah oui, Davos, c'est quasiment ces 2 points. Ouais. Virtuellement, on va dire ça. Rapperswil, c'est légèrement moins. Mais sinon, Zug, c'est 2 points. Et puis pour Fribourg, c'est même plus que 2 points. Serge, oui, il y a ces histoires avec Lugano, Lausanne, Berne, qui alternent le bon et le moins bon, donc qui lâchent des points. Mais c'est aussi une saison où on a beaucoup d'équipes qui font des grosses séries de victoires. Ouais. Ça explique ça aussi. Il n'y a pas qu'une équipe ou 2, tu vois, qui fait des séries de 7-8. Il y en a eu passablement aussi cette saison. Oui, tout à fait. Je pense que les quatre équipes qui sont en tête sont vraiment une grande dominance cette saison. Je pense qu'ils ont, au point ce qu'on a rendu presque aux 2 tiers du championnat, ils ont presque cassé déjà le championnat. Ils ont déjà pratiquement largué les autres. Là, maintenant, tu as Zurich qui a un peu un coup de mou sur la fin. Là. On est sur 3 défaites d'affilée qui va peut-être relancer les débats pour la 6e place. Mais sinon, si on regarde sous la 6e place, mais toutes ces équipes-là ne jouent pas pour 500. Non. On ne joue même pas pour 1,5 points par match. Donc, à quelque part, ça explique en quelque sorte pourquoi les 4 ténors du championnat sont en train de se sauver gentiment. Bienne était dans les ténors. Moi, je l'avais mis dans mes ténors. Mais là, il faudrait qu'il arrête un petit peu la... Ils sont rendus dans les sopranos. Là. Bienne a eu toujours, sous Tormeinen, a eu chaque fois des gros débuts de saison. On en a parlé. Puis après... On a surfé sur la vague toute la saison. Là, il faut qu'ils fassent attention parce que ça, c'était à 8 équipes, ça allait, mais à 6 dans les playoffs. Je pense qu'ils ont encore la marge, mais il faut qu'ils fassent attention. Par contre, Bienne, pour rajouter sur ce que Stéphane est en train de justement dire, ils ont énormément de blessés. C'est une équipe qui était quand même qui n'a pas été épargnée par les blessures. On a mis aussi beaucoup de jeunes joueurs de notre mouvement junior, oui. Du mouvement junior, justement, pour leur donner confiance, pour leur donner du temps de glace et tout. Donc, ça explique en quelque sorte un peu les qui ne sont pas au niveau des 4 autres ténors du championnat en ce moment. Est-ce que ça va continuer, Jérôme? Est-ce que tu as ce sentiment, justement, que si Boule de ces 4 cristal. là... C'est une excellente question que tu me poses là. Non, mais on parle des coups de mou, on parle des blessures. Zug a quand même perdu aussi des éléments très importants. Simeone, par exemple, a joué énormément avec les juniors dans son premier bloc. Kovar a baissé d'intensité, etc. Le fait qu'il y ait certaines équipes qui peuvent jouer avec 5 étrangers aussi, est-ce que ça fausse un peu ça? Moi,
Je pense que les mauvaises phases que certaines équipes ont eues durant cette saison jusqu'à maintenant, elles risquent de ne plus avoir lieu jusqu'à la fin de la saison. Donc il y a quand même un nombre de points qui va être moins facile à aller chercher. Est-ce qu'ils vont vouloir aller chercher le plus de points possible Ils vont gérer. Ou est-ce qu'ils vont commencer à envisager la suite de manière un peu plus prématurée? Effectivement, Boule de cristal, mais je ne sais pas s'ils vont vouloir vraiment battre le record de la saison tout régulière. mettre dans le championnat régulier pour aller chercher des points qui, fondamentalement, ne vont pas changer grand-chose sur la suite. Je sais pas, on donne encore des primes selon le classement quand même. Oui. Ouais. Non mais parce que ça, c'est que toujours les gens, bah, pourquoi tu t'en fiches de finir 6e ou tu t'en fiches de finir premier? Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que non, ça peut être intéressant financièrement quand même aussi. Mais là, Oui, il y a encore certaines primes sur le classement, justement, final après 52 matchs. Pour rejoindre ce que Jérôme vient de mentionner, je pense que là, maintenant, sur le dernier tiers de la saison, il va y avoir un peu plus un équilibre parce que les équipes qui ont mal débuté la saison, comme on dit, ont payé leur dû, ils ont eu beaucoup de défaites d'affilée, etc. Là, maintenant, gentiment, ils commencent à se relancer pour être un peu plus dans l'équilibre. Mais il y a un aspect très, très important qu'il ne faut pas oublier cette année, c'est la pause des Jeux olympiques. Ouais. Comment les joueurs vont revenir de cette pause des Jeux olympiques, comment l'équipe nationale va se comporter là-bas au niveau également des résultats, des émotions, parce que lorsqu'on monte très, très haut avec les émotions dans le tournoi olympique, peut-être que l'équipe nationale va avoir un tournoi olympique exceptionnel. Et puis là, après ça, les joueurs qui reviennent dans leur club, quelques matchs à jouer et puis le début des playoffs, il va falloir trouver les deux pics de performance rapidement au niveau des émotions. Il y en aura suite combien? à la pause de... il y en aura combien des du Jeux championnat suisse qui vont jouer avec l'équipe nationale? Une bonne dizaine. J'imagine 10-10 plus ou moins. On a 10 NHL qui devraient être là pratiquement d'office. On a 10 ici chez nous. Bon, on a le droit à 23, 25 joueurs, je crois, sur la liste des Jeux olympiques. Donc, on parle de 10 à 15 joueurs qui vont faire pratiquement le voyage. Mais c'est vrai que c'est important, cette pause de l'équipe nationale. Stratégiquement parlant, tu as quand même meilleur temps d'avoir plié l'affaire avant la pause. Ah, ben ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Et puis, de l'autre côté, tu vas aussi avoir les joueurs qui vont rester, qu'eux vont aussi s'attendre à avoir une petite période de vacances, bien entendu, parce que la pause est quand même assez longue. Alors, comment les joueurs vont aussi réagir à la suite de cette pause, ceux qui demeurent à domicile? On sait que ça change. Une équipe qui a le momentum avant la pause, tu ne veux pas que ça arrive. Et puis les joueurs, surtout, n'aiment pas s'entraîner. Ceux qui vont rester ici, ça arrête le calendrier, ça finit le 28 janvier, puis ça recommence le 22, mais il y a que 22 février, mais il n'y a que 3 matchs. Donc, en gros, ça recommence pour tout le monde le 25. Ceux qui restent ici, là, tu le sais, là, pour les entraîneurs, comment tu gères ça? Puis c'est comme un deuxième camp d'entraînement. Là. Si tu donnes une semaine de pause à tes gars, quand tu reviens, Tu crois pas qu'ils vont... les joueurs détestent ça. Tu crois pas qu'ils vont vouloir essayer de faire des matchs amicaux à part ça? Oui, probablement. Moi, je pense que c'est... C'est risqué pour les blessures. Ouais, c'est Peut-être. ça. Je pense que la majorité des équipes vont quand même laisser presque une semaine de vacances aux joueurs. Oui, parce que quand tu joues bien, ils méritent. Quand tu joues pas bien, tu veux faire en sorte qu'ils se libèrent la tête aussi, qu'ils oublient, qu'on passe à autre chose. Je suis désolé de remettre la pandémie sur le tapis, entre guillemets, ou sur la table, mais il y a 4 ans en arrière, ou 4-5 ans en arrière, là, quand on a fait les JO, c'était normal de laisser partir tous les joueurs en vacances. On les a tous vus au soleil. Merci, professeur. Non, mais c'est vrai, vous en rappelez, etc. Mais là, si tu peux pas partir, t'en fais quoi de tes joueurs? Tu leur donnes aussi une semaine de vacances là? Tu peux aller dans des petites stations de ski aussi à un moment, pas, sans mettre les skis forcément, hein, mais... Mais si tu peux pas aller dans un restaurant, tu peux pas aller skier, en mettre. Bon, bref. On peut pas... Non, mais là, on parle des voyages à... Non, toi, t'es coach, là, comme ça, tu sais que t'as, je sais pas, les 3/4 de tes joueurs, même plus, quoi, 95% de tes joueurs qui ne vont pas participer au JO, tu leur donnes une semaine de vacances, 2 semaines de vacances. Tu n'aurais pas aimé organiser quand même des matchs, un tournoi, je sais pas, amical ou quelque chose? Bon, d'un côté, je fais confiance aux joueurs. Je pense que les joueurs sont assez créatifs au niveau des destinations. Je pense qu'ils vont trouver preneur. De l'autre côté, je pense que les joueurs s'attendent à avoir plus ou moins une semaine de vacances, là, voire 5-6 jours de congé pour pouvoir recharger les batteries. Je pense que ça va être divisé en... On doit gérer 3 semaines, donc on va probablement avoir une semaine d'entraînement, une semaine de congé, une autre semaine. On veut surtout éviter les blessures. Et puis, ça va être difficile aussi de travailler avec son contingent parce que, bien entendu, je crois que chaque équipe va lui manquer, voire 1, 2, 3 joueurs qui vont être loin, quoi. Je pense
On parlait de Fribourg tout à l'heure. Je pense que Berra, Diaz sont déjà des candidats qui vont faire partie des Jeux olympiques. Alors, déjà là, je veux dire, tu ne vas pas avoir ton contingent au complet pour pouvoir travailler durant cette pause. On va soigner les bobos, finalement, recharger les batteries pendant cette pause. Donc, il faudra faire des points avant, vous l'avez compris. Deuxième thématique de la soirée, messieurs, on va parler d'Antti Tormenon. Antti Tormenon, prolongé donc à Bienne pour 2 saisons supplémentaires. Si vous étiez avec nous ce soir, on a déjà évoqué évidemment le parcours d'Antti Tormenon. Gros succès pour lui du côté de Bienne, mais surtout... Très belle histoire, Jérôme, pour Antti Tormenon. Rappelez-vous, il n'a pas coaché la saison passée pour les gros problèmes de santé. Il a dû soigner et combattre un cancer. Il revient cette année et c'était un peu marcher un peu sur des œufs. On ne savait pas vraiment. On peut lui donner un contrat, on ne lui donne pas de contrat, etc., etc. Et finalement, on apprend qu'il est prolongé pour 2 saisons supplémentaires. Écoute, on a eu ce débat en début de saison, savoir si c'était une bonne idée ou si c'était peut-être risqué de lui donner un contrat suite à ce qu'il avait vécu. Moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que si lui voulait, il n'y a aucune question à avoir, c'est qu'il va assurer. Il a peut-être même besoin de ça pour repartir sur un bon trend et puis avoir des belles émotions. Et puis, force est de constater qu'il fait le job encore. C'est sa 3e saison complète à Bienne, c'est ça? 4e. Une fois, il n'y a pas eu les playoffs, puis 2 fois... Deux fois en demi, une fois malade. C'est ça. Je pense qu'il mérite qu'on le prolonge parce qu'il confirme ses bonnes prestations à la tête de cette équipe. On peut le dire que c'est un gars qui est apprécié. Moi, j'ai eu l'occasion d'y parler assez souvent, d'échanger spontanément. C'est un gars qui est ouvert, qui ne cache pas son jeu. Il ne joue pas un rôle devant avec les gens. Il dit ce qu'il pense et il les cache. Il est franc et honnête. Et les joueurs le sentent. Quand un coach joue un rôle... Les joueurs sont capables de percevoir ça. Quand un gars est fondamentalement honnête, franc, direct et puis correct, les joueurs le sentent aussi. L'année passée, ça a très mal passé avec Lars Berger. Tous les joueurs le disaient en off, à qui voulait bon l'entendre, que sa personnalité, ça ne fitait pas, il n'a pas gardé le même style, la communication, ça n'allait pas, son autorité, etc. Ça n'allait franchement pas avec Lars Berger, on peut le dire maintenant. Et les joueurs étaient tellement contents de voir revenir Tormenon cette année. Ils l'apprécient comme coach, dans sa philosophie et comme être humain. Mais c'est un environnement aussi, peut-être, messieurs, qui est peut-être plus facile. Il a connu l'environnement à Berne, un Tormenon qui a eu du succès, on ne l'a pas gardé, etc. Peut-être qu'il est arrivé au bon endroit, au bon moment, peut-être, Serge, tu as aussi ce sentiment? Oui, je pense que Berne est quand même une grosse place dans le championnat où c'est qu'il y a énormément de pression. Je pense que la qualité principale, justement, de Tormenon, je pense qu'il y a énormément de respect pour ses joueurs. On le voit très rarement critiquer ses joueurs dans les médias et puis tout. Donc, je pense qu'il a su établir cette relation, justement, de respect avec les joueurs, cette communication qui est intéressante. Et puis, je crois que c'est une bonne décision du côté de Bienne de prolonger Tormenon. Est-ce qu'il y a un bon équilibre aussi, Jérôme, finalement, entre le directeur sportif Steinegger et Tormenon? Il doit y avoir une communication ouverte et qui soit sur le même longueur d'onde. Sinon, en général, ça ne dure pas tant de temps. J'ose espérer, je ne suis pas dans leur petit papier ni dans leur meeting, mais je vois aucune raison qui fasse qu'il y ait des conflits entre eux. Je pense plus qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'ils sont heureux les deux de continuer sur cette aventure. Est-ce que Tormenon peut pousser cette équipe, j'ai envie de dire, rien qu'avec son talent de coach, rien qu'avec l'atmosphère qu'il a su finalement créer, d'élever encore plus cette équipe biennoise? C'est difficile. La question est de savoir est-ce que Bienne peut aller jusqu'au bout. C'est ça ta question? Tu nourris des ambitions. Ça dépend. Mais oui, c'est ça. Mais tu nourris des ambitions. Non, mais tu prolonges un coach qui a atteint 2 fois les demi-finales. Ouais, d'accord. Ouais. Tu le prolonges encore pour 2 ans supplémentaires. Je ne connais pas les ambitions de Bienne. Si c'est de finir tout le temps en demi-finale, bon, pas très bien, d'accord. On oublie la question. Mais sinon, si à un moment c'est de décrocher un titre, la question c'est de savoir, tu as le bon coach pour décrocher le titre? C'est suffisant? Est-ce qu'il y a la bonne équipe pour décrocher Est-ce qu'un coach est aussi bon que l'équipe qu'il y a devant lui? Est-ce que la question d'un bon coach, est-ce que le coach tire le maximum de l'équipe qu'il a devant lui? C'est ça la question. Est-ce que Tormenon fait le maximum avec ce qu'il a? Je pense que s'il ne fait pas le maximum, c'est pas loin. On s'entend? Même s'ils ont des périodes un peu plus creuses, je pense qu'il tire pas mal. Il sait adapter le style de son équipe aux joueurs qu'il a. Donc ça, oui. Maintenant, est-ce que Bienne, à l'inverse, a l'équipe pour aller jusqu'au bout? Je ne suis pas certain. Je pense qu'ils ont une belle équipe, intéressante. Et pour aller chercher le titre, pas sûr que je mettrais toute ma fortune là-dessus. Elle n'est pas grosse, ma fortune, mais pas sûr que je mettrais beaucoup d'argent là-dessus, honnêtement, au pari, parce que je regarde sur une série... Il faut que tu gagnes 3 séries de 7 matchs. Puis
Puis la première, ça va... Regardez les équipes qui sont classées 7, 8, 9, 10, là. Il va y avoir des beaux morceaux, là. Donc, finir dans les premiers, là. Serge, tu l'as vécu l'année passée, tu as fini 2, tu te fait surprendre. Donc, non, moi, voilà, non, je pense c'est une pas. belle position quand même qu'ils ont. Parce que la position d'outsider, tu as toujours nettement moins de pression par rapport aux autres. Et là, ils ont cette position encore actuellement. Ça peut leur rendre service. Après, on ne sait rien. Les attentes ça sont peut pas être une si bonne élevées. surprise, C'est ça. mais ça reste un outsider. Ouais. Et ça peut leur permettre d'aller un peu plus loin peut-être. Quel joueur est le noyau? Quels sont les joueurs qui sont un peu le noyau finalement de cette équipe de Bienne? On en parlait tout à l'heure. Il y a quoi? Pour moi, c'est Gaétan Haas. On a fait de Gaétan Haas la star. On lui a donné, on a enlevé le C à quelqu'un, on lui a donné un pont d'or, on lui a donné tout ce qu'il voulait. C'est un petit gars du pays, il revient de la NHL et tout. On y a déroulé le tapis rouge avec les pétales de fleurs. Pour moi, ça doit être le moteur, les lames de cette équipe. Je pense que c'est une très bonne personne, c'est un gars franc et honnête et tout, c'est un bon travailleur. Mais sur la glace actuellement, je ne pense pas qu'il est au niveau qu'il devrait être. Il a été blessé, il y a plein de... Mais je pense que Gaétan Haas ne produit pas actuellement à la hauteur de son talent, n'est pas le moteur qu'il devrait être sur la glace. On va lui donner du temps de revenir sur terre, la NHL. Tu joues avec McDavid et puis Draisaitl et tout, puis tu reviens à Bienne. On s'entend que c'est la même chose. Mais, donc, on vient de descendre d'un step, c'est normal. Mais je pense que Gaétan Haas doit apporter plus sur la glace. Je suis d'accord avec toi. Ça doit être ton franchise player, c'est clair. On fait le projet autour de ça. Avant, c'était Hilaire. Autour de Tormenon, c'est quoi? C'est Rayala, Serge? C'est Pouliot est parti maintenant? Quels sont les joueurs? On a signé, prolongé aussi beaucoup de joueurs du côté. Oui, mais je pense que les deux gars clés aussi, ce côté-là, c'est les deux défenseurs étrangers qui ont à peine renouvelé. Je pense que ça a amené beaucoup plus de solidité puis de calme derrière. Leur gardien connaît une bonne saison aussi. Je veux dire, lorsqu'un gardien fait les arrêts, automatiquement, ça donne confiance à une équipe. Monsieur fois, 50 Monsieur 50. On regarde justement Fribourg jouer. Souvent, Berra contribue pour beaucoup à la confiance de Fribourg-Gotteron. Alors, ce côté-là, bien, mais à la fin, je pense qu'ils vont être un prétendant au titre parce qu'ils ont une bonne équipe. Ils vont pouvoir jouer aussi avec 5 étrangers à la fin à cause du départ de Yannis Moser. Alors ça, c'est peut-être des trucs qui peuvent faire la différence sur la fin, qui vont être intéressants. Et souvent, les équipes aussi qui ont eu beaucoup de blessures durant la saison, des joueurs ont manqué des bonnes parties de la saison en raison de blessures. Ils reviennent. À la fin de la saison, souvent, ces gars-là ont plus de jus aussi. Ouais. Donc, à le tour de rôle, là, Haas a manqué un bout, Brunner a manqué un bout, Love a été aussi absent, etc. Donc, ce qui fait que ça leur donne le temps de recharger les batteries. Il n'y a pas que du négatif dans les blessures. C'est jamais souhaitable, évidemment. Mais à la fin de l'année, tu arrives avec un paquet de gars qui n'ont pas joué tout le championnat, qui n'ont peut-être pas eu l'autre. Des fois, ça peut t'aider au niveau de l'énergie en play-off. Tu as joué un mois de moins, un mois et demi de moins, tu arrives à la fin, comme on dit, tu as 40 matchs dans le corps au lieu de 52, 55, ça peut avoir une influence. Si les pièces du puzzle tombent en place, évidemment. Ouais. Et la répartition du temps de jeu est excellente aussi de la part de Tormeinen, sauf erreur. Il y en a très très peu qui sont à plus de 20 minutes de temps de jeu par match, quasiment jamais. Et ça peut faire aussi une grosse différence sur la fin de saison. Oui. Ouais, peut-être pour passer à un prochain cap pour Bienne, ça serait aussi dans la tête, d'avoir confiance en ses moyens. Ouais. De plus peut-être juste être satisfait d'une demi-finale. Non, mais parce que je cherche toujours à voir ce qu'on peut faire. Tirer le maximum de son groupe, il tire le maximum de son groupe. Si tu atteins une demi-finale, tu es déjà, voilà, tu fais partie des 4 meilleures équipes du pays. Bien, tu n'es pas forcément partie des 4 plus gros budgets du pays non plus. Donc... Mais je pense qu'un élément qui est important justement du côté de Bienne, c'est que je vois de la façon dont ça se dirige au niveau de la gestion de leur équipe pour la saison prochaine. Donc, la majorité de leurs noyaux sont pratiquement tous sous contrat. Donc, à quelque part, lorsqu'ils vont se présenter dans les playoffs, ça symbolise quelque chose. Parce que là, il n'y en a pas un qui dit « Ah, moi, de toute façon, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai déjà signé avec une autre équipe ou quoi que ce soit. » La majorité, le gros du noyau, va être présent pour le début des playoffs et puis ils savent qu'ils vont être là également la saison suivante. Ça, c'est un phénomène qui est très, très important à l'aube des playoffs. Bien, c'est ça. Puis ça, on revient à l'histoire des signatures. Il y a une année d'avance dans un autre club, etc. Et quand tu sais que tu as signé dans un autre club en playoff, tu dis oh, « je vais peut-être pas me blesser, etc. parce que je commence un nouveau projet. » Pas tous les joueurs, mais évidemment, ça, c'est un facteur. Toi, tu l'as vécu de l'interne, tu sais comment que ça fait. Et ça, on revient toujours avec l'histoire des signatures d'avance. Si on avait une date limite,
on sait que c'est pas comme ça, on fait des théories, mais ça, effectivement, tu l'as vécu aussi. Il y a certains joueurs qui quittent le navire. Hein. Moi, de toute façon, l'année prochaine, je suis plus là. Coach, cause toujours mon lapin, ça m'intéresse, quoi. Oui, alors, je pense que ça fait partie quand même aussi de la communication d'un club. C'est pas une histoire de rester ou de partir. Moi, j'ai eu des saisons où je partais, et c'est pas pour autant que j'allais moins bien jouer, parce qu'on joue quand même... Alors, t'en parlais, hein. Je pense pas qu'il y ait un joueur qui, une fois atteint les demi-finales, il se dise bon, c'est bon, tranquille, on a fait notre saison. Parce que, premièrement, tu te bats pour ta carrière. Deuxièmement, tu sais aussi que les bonus interviennent à ces moments-là. J'en connais peu qui vont se sentir satisfaits. Non, c'est un facteur. Mais qui va aller serrer la main de son coach, dire coach, on a fait le taf, pour moi c'est OK. Un joueur, il va vouloir aller au bout, fondamentalement parlant. Et puis ce serait malvenu de croire l'inverse, je trouve. La mauvaise suspicion, comme on dit. Oui, peut-être que lui, comme coach, il l'a senti différemment dans certains cas. Ah, mais c'est effectivement. Et je pense qu'il y a effectivement des fois où peut-être le discours du club avec le joueur ou ces choses-là font que ça devient compliqué pour un joueur de vouloir vraiment... aller se coucher devant un puck. Parce que tu dis le club, il ne me veut plus. Bon, quelque part, si un club t'a dit c'est pas une histoire de. Voilà, moi, c'est toujours une histoire de dire voilà, s'ils sont honnêtes, ils disent voilà, tu fais pas partie des plans, on va avoir besoin de toi pour les playoffs. C'est parti. Mais ça peut être beaucoup plus sinueux que ça de temps en temps. C'est ce qui fait que c'est pour moi assez important, on en discutait quand même avant, que le discours d'un directeur sportif et d'un coach soit ouvert, honnête, et qui joue avec ses joueurs qu'il a à disposition à ce moment-là. Stabilité dans l'équipe, stabilité au niveau du coach. On va voir ce que ça va donner, évidemment, pour Bienne cette saison. Messieurs, on arrive à la fin de ce talk. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Serge. Merci Jérôme. Stéphane, petite pause? Oui. Mais oui. Ben oui, quelques jours. Absolument. On va suivre un peu l'équipe nationale. On est obligé de continuer à suivre le hockey, hein, parce que ça joue en Amérique. Ah oui, ça ne s'arrête pas à la NHL. Les informations, les téléphones, hein, Serge? Oui. Le réseau, machin, on en parle tous les jours. Donc, voilà, c'est comme ça. On va continuer de parler hockey. Vous l'avez compris, bien sûr, il est temps de remercier toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Et puis on se retrouve d'ici une dizaine de jours, un peu ça, hein, pour une dernière ligne droite avant Noël. Et il y a encore des matchs de National League. Allez, bonne soirée à vous. Bye bye. Bye.